Il y a dans Fraternité ce matin et en manchette le coup de gueule du parti Les Démocrates. Il y a que Noureni Achadé a dit notre objectif n'est pas la course derrière les postes, mais pour une justice. Les députés, les démocrates sortaient hier. C'est à propos de cette injonction faite par la Cour constitutionnelle dans cette affaire de désignation de leurs représentants au niveau des institutions nationales et sous-régionales. C'est de cela que nous parlons en première position avec les débatteurs ce matin avant de s'intéresser un peu à l'hyperactivité de Patrice Talon au niveau donc de la sous-région. L'homme casanier depuis le début de son avènement à la tête du Bénin en 2016 s'est trouvé beaucoup d'énergie désormais sur la scène sous-régionale. Qu'est-ce qui a bien pu l'inspirer? Eh bien, je vais poser la question à nos débatteurs. Ils sont déjà installés, à commencer déjà par William Cliquant. Bonjour. Bonjour Tanguy. Eric Deguedan, bonjour. Bonjour Tanguy. Et puis Franck Aounou, bonjour Franck. Bonjour Tanguy. Alors, commençons déjà par le premier sujet. Qu'est-ce que vous comprenez à cette sortie du Parti Les Démocrates hier? On leur a demandé de désigner leur représentant. Je crois que la plus simple et bonne des choses à faire, c'est de dire toi va ici, toi va là-bas, et puis bon, débat clos, non Eric? Oui, absolument. Je pense que s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits De quoi? de la décision de la Cour. Et moi, j'aurais aimé plutôt que la logique soit véritablement, après la décision de la Cour, que le Parti Les Démocrates puisse mettre un peu de l'eau dans son vin. Ne serait-ce que, comment on dit, aller dans la démarche de mettre à disposition de ces institutions les membres de leur parti. Le combat ne s'arrête pas là. La vie d'un parti politique ou le fonctionnement d'un parti politique ne s'arrête pas à cette étape. Ils ont d'autres combats à mener, ils ont d'autres champs à fouetter. On ne peut pas, certainement que dans ce qu'ils espéraient avoir comme résultat, ils ne l'ont pas à 100%. Mais je pense que la décision de la Cour nous permet d'avoir une meilleure visibilité et permet à chaque parti politique, n'est-ce pas, d'avoir des membres au sein de ces institutions. Bon, maintenant, nous sommes aussi dans le jeu politique. Il faut aussi parfois profiter de ces occasions pour donner de la voix. Franck? Écoutez, moi je pense que lorsque la Cour rend une décision, on dit que les décisions de la Cour sont sans recours, mais ces décisions-là, on peut les commenter. On n'a pas interdit. On peut même les contester. On peut les contester, mais il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Donc je crois que dans cette logique-là, les démocrates ont bien raison de sortir et de dire ce qu'ils pensaient de la décision des 7 sages de la Cour. Mais après cela, lorsque vous voyez un peu, vous lisez le contenu de la décision, je crois que la Cour a demandé aux démocrates de cesser leur caprice à l'Assemblée en ce qui concerne cette activité de désignation. C'est des caprices? Mais moi, je pense que c'est des caprices, puisque la Cour même, quand vous lisez la décision, a dit qu'il faut, après les discussions au niveau de l'Assemblée et même après les élections, il y a des postes qui leur reviennent. Mais pourquoi contester, pourquoi aller jouer jusqu'au boutiste et ne pas désigner ces représentants-là pour faire fonctionner. Ce qu'ils ont dit, c'est simple. BR et UEP soutiennent les actions du gouvernement, donc c'est supposé que ça, c'est la majorité. Et puis eux, ils sont minorités et cela influence directement le nom de personne à désigner. Mais si le BR se dit non, moi aussi je suis de la minorité, alors que pour ce qu'on connaît de l'histoire parlementaire et donc des décisions de la Cour constitutionnelle, cela a été toujours minorité et majorité au niveau du Parlement pour trancher ces genres de questions. Les seuls pouvant mieux interpréter les lois de la République et garantir leur application, ce sont les 7 sages de la Cour. Et donc, dès que la Cour a dit il y a 2 minorités, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes postes que le BR qui a 28 députés et vous aussi vous avez 28 députés, mais moi je ne sais pas pourquoi on va chercher encore des pouces sur la calvitie. Il faut les appliquer pour aller de l'avant. Bon, William n'est pas chaud, on va lui demander ce qu'il comprend de cette actualité-là. Ce sont de bonnes guerres, hein. Nous sommes sur le terrain politique et je crois que quand chacun des acteurs en place tire le drap de son côté avec des arguments à la fois politiques et juridiques, c'est très bien intéressant. Je vois un parti, les démocrates, insatisfaits, je ne dirais pas éternel insatisfait, mais droit dans ses bottes
dans la position selon laquelle il lui revenait de droit d'avoir un peu plus de place dans les commissions permanentes et également dans le cadre de la désignation des députés devant siéger dans les institutions de la République au plan national ainsi que ou dans les autres institutions de l'État ainsi que dans les parlements régionaux et sous-régionaux, qu'ils aient un peu plus de place. Vous voyez, Nouréno Achade parle par exemple de connivence entre la Cour constitutionnelle et des déclarations de leurs collègues de la mouvance. Donc, on commence par étiqueter déjà un peu la juridiction pour être... C'est pas nouveau, hein? Ce n'est pas nouveau et c'est en ça que je trouve que c'est revenu cette ambiance de l'Assemblée nationale qui rétablit le débat démocratique. Quoi qu'on dise, les deux avaient des arguments de droit en présence. La haute juridiction compétente en la matière a tranché. Je crois qu'au niveau des institutions de la République, à l'APDP, c'est le bloc républicain. Non, je crois bien à la Haute Cour de justice, le bloc républicain. Au niveau de la Commission des droits de l'homme, le poste a été garanti au Parti des démocrates. Et par rapport au Parlement régionaux, hier en session, non, lundi justement en session, le groupe parlementaire des démocrates a demandé que cela soit ramené dans un délai, un moratoire de 48 heures. Donc aujourd'hui, à Porto Novo, ils vont apprécier. Et ils n'ont qu'à s'en remettre à eux-mêmes parce que personne ne leur a donné les 28 députés. Eux-mêmes sont allés à l'électorat et ils ont obtenu 28 députés. Et si cette controverse, ce chiffre, amène des controverses entre eux et la majorité présidentielle, et que dans les actes, c'est la majorité présidentielle qui se voit donner raison à la Cour constitutionnelle, mais attention, ils n'ont qu'à l'accepter, ils n'ont pas à s'apitoyer sur le sort. Ils ont le droit de voir... Ils ne s'apitoient pas, ils réclament quelque chose. Oui, mais je crois que le temps de la réclamation est terminé. Au début de votre intervention, ils sont restés droit dans leur botte, ils n'ont pas changé d'opinion. Je suis d'accord. On s'imagine un peu si... quelle serait l'analyse de la Cour constitutionnelle qui pense qu'il y a de minorités si c'était, ma foi, que les démocrates avaient un nombre de sièges légèrement supérieur au bloc républicain, comment est-ce que ça allait s'interpréter? Vous connaissez ma religion à propos. Je n'étais pas forcément dans le sens de la décision de la haute juridiction quand elle est sortie. Quand la haute juridiction, selon moi, pour moi, a entretenu légèrement un flou sur la question de minorité, de majorité parlementaire, parce qu'elle n'était pas inscrite dans nos tests. C'est la jurisprudence constitutionnelle de cette même haute juridiction qui nous a permis, à une certaine époque de l'histoire, de départager les députés avec cette notion de minorité, de majorité parlementaire. Aujourd'hui, je ne dirais pas que le juge s'est dédié, mais le juge a interprété autrement ou d'une certaine manière face à un autre cas. Le cas d'espèce, à l'époque, je crois bien, un peu dans les années 2010, et aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Donc, je pense quand même que les démocrates vont devoir tourner cette page, vaille que vaille. Je crois que ça s'annonce même, hein, quand on lit un peu les propos du président du groupe parlementaire, les démocrates, dans Fraternité, il dit les décisions de la Cour ont été constantes jusqu'en 2023. Pour ce qui concerne la configuration politique de l'Assemblée nationale, cette jurisprudence s'appliquera à eux demain. Nous n'avons pas le droit de recours, mais nous craignons pour notre pays et pour notre démocratie. Eric. Oui, ça reste un discours politique. Vous savez, quand l'ancienne Cour avait rendu une décision favorable au parti, les démocrates, pour leur participation aux élections, on n'a pas vu des partis de la mouvance crier et qui avaient... Oui, mais parce que c'est leur droit constitutionnel de participer. Il faut voir un peu ça me surprendrait de voir l'UP contester et dire qu'il y a une connivence. Oui, mais il dit qu'il y a une connivence en disant que le processus avait atteint déjà un niveau et que les dossiers ont été déposés déjà à la Sénat, qu'on ne pourrait pas retourner à la direction générale des impôts pour les documents administratifs. Et ce serait encore un très bon discours politique, même si on sait que légitimement et dans l'opinion populaire, tous attendaient de voir l'opposition à l'Assemblée. Donc c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, c'est des bonnes guerres. C'est bien pour notre environnement politique de voir que quand bien même une décision a été rendue et que l'insatisfaction des uns et des autres les amène à réagir. Mais je pense que, in fine, le parti sera forcément obligé de désigner les membres de son parti pour siéger dans ces commissions. Vous pensez, Franck, qu'ils vont désigner? Ils ont jusqu'à, je crois, le 20, hein?
Le 20 juillet. Oui, c'est demain, oui. Aujourd'hui, déjà, il y a session. Je pense que pour donner une belle leçon, pour donner une bonne image politique, il devrait désigner, parce que ce qui va se passer dans Mais vous ne voyez pas les incidences sur, je dois dire, leur avenir politique et tout ce qui va s'en suivre jusqu'en 2026, où c'est quand même un grand tournant. S'ils ne siègent pas dans ces commissions-là, comment est-ce qu'ils auront le temps de défendre, disons, les préoccupations de leur mandat? Parce que là, dans les commissions, ce sont des débats autour des lois, des activités qui se mènent à l'Assemblée, qui se font au sein de ces commissions-là. Si vous n'y allez pas, c'est que vous avez pris délibérément le choix de ne pas aller défendre les causes de vos mandats. Moi, je pense que c'est vrai, ils sont sortis, on les a entendus maintenant, on sait qu'ils ne sont pas trop d'accord avec cette salle de la Cour. Ils ont commenté la décision de la Cour, mais maintenant, il faut appliquer la décision. Il faut aller pour dire, toi, siège dans telle commission, ainsi de suite. Sinon, ça va paraître un peu comme, disons, un refus d'obtempérer, un refus d'accepter les décisions de la Cour. Et ça ne donne pas non plus une bonne image. Moi, je pense que si, en analysant un peu le comportement des démocrates, si on n'est pas assez prudent, on peut tomber dans un piège, un peu comme pour dire tout ce qui se passe, où on a parlé déjà d'une constance des décisions de la Cour depuis un certain nombre d'années. Vous voyez déjà, ce sont des jeux de mots, mais très forts. Ce sont des jeux de mots très forts. On ne doit pas voir le mal partout, en tout cas de tout ce qui vient du gouvernement ou de tout ce qui vient de ceux qui soutiennent les actions du gouvernement. Il y a certainement du bon dans ce qui se dit. Et vous allez voir, lorsque ça va les avantager, on n'aura rien. Moi, je ne voudrais pas avoir des démocrates. Je ne voudrais pas avoir des députés. Je ne voudrais pas avoir des députés de cette acabit-là. Je veux avoir des députés qui puissent... qui acceptent tout. Non, pas qui acceptent tout, mais qui puissent faire... Être objectif. Voilà, puissent être objectifs. En politique. Oui, l'objectivité devrait être... Allez, on va changer de sujet. On va s'intéresser un peu maintenant aux activités du chef de l'État. Patrice Talon était hier à Abuja avec ses homologues bissau-guinéens et nigériens. Ils étaient donc les invités de Bola Tinubu à Abuja pour discuter questions de sécurité. Alors, moi je voudrais vous demander, véritablement, pour le premier constat que je fais, j'ai un Patrice Talon très hyperactif ces derniers temps, lui qui était, comme je le disais à l'entame de cette discussion, très casanier, pendant que Aurélien Agbenossi le représentait, l'ancien chef de la diplomatie béninoise, le représentait un peu partout au niveau des différents sommets. Qu'est-ce qui peut décider désormais, Franck, Patrice Talon a désormais plus dehors que dedans? Plus dehors que dedans. Avant, il y avait plus à faire dedans que dehors. Moi, je pense que je suis plutôt admiratif disons, de la stratégie de Patrice Talon qui, au début de son mandat, n'a pas pris son bâton de pèlerin pour faire merci à Yves Ronsounou voilà, pour faire le tour, pour se promener dans la sous-région, mais s'est concentré véritablement au problème de son pays. Mais après cela, lorsque on a fini de fouetter un peu les chantiers à l'intérieur, on a senti la nécessité maintenant de s'occuper un peu. Ce n'est pas qu'il ne s'en occupait pas, mais personnellement de s'investir dans les questions de la sous-région. Vous avez vu, c'est un moment précis, à un moment où les défis sécuritaires sont plus prononcés, à un moment où, en tout cas, il y a eu plus de contacts, plus de connexion entre Cotonou et Abuja avec l'avènement de Bola Tinubu. Moi, je pense qu'il a attendu le bon moment pour sauter dehors et il a fait un bond assez intéressant à mon avis. Eric? C'est vrai que cela paraît un peu étonnant. Nous avions vu Patrice Talon très peu présent sur les questions d'intégration dans la sous-région. Il est très presque rare de le voir à des sommets de la CEDEAO de l'UEMOA. Voilà. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il est plus actif. C'est bien pour l'image du pays de se dire qu'aujourd'hui, nous avons un chef d'État qui échange régulièrement
avec ses pairs et qui participe de plus en plus aux rencontres. Mais je pense que là, nous sommes même allés plus loin parce qu'il a des rôles, il a des responsabilités. On va examiner le rôle tout à l'heure. À jouer dans cette dynamique-là. Constatons déjà qu'il est très dehors maintenant, William. Avant, ma foi, la sortie sur l'Abuja hier, il y avait déjà une sortie, sinon 2 ou 3 sorties préalablement, toujours sur l'Abuja, notamment l'investiture, puis après l'étape amicale et les poignées de main qui s'en sont suivies, je dois dire, de leur retour de Paris, par exemple, et puis à Bissau, à Guinée-Bissau, il était aussi présent. Le capitaine. Oui, tout à fait. Donc on dit Patrice Talon beaucoup plus dehors maintenant. Pas forcément beaucoup plus dehors que dedans, mais beaucoup plus dehors. Parce que, vous voyez, pour certains observateurs comme moi, cette autarcie diplomatique que nous avons entretenue pendant longtemps, pour moi, je ne sais pas ce qu'elle nous a apporté. Oui, mais Ori Agbonossi était quand même très mobile. On ne peut pas dire qu'on s'était isolé. Le chef de l'État est le patron de la diplomatie. Ce n'est pas à but de langage que nous disons que ce sont les ministres des Affaires étrangères. Ils le sont de façon tacite parce que le chef de l'État ne pouvant pas être dans l'hyperactivité, sinon la Constitution est claire, c'est le chef de l'État qui a la politique étrangère d'un État. Et par délégation, d'ailleurs même le pouvoir exécutif appartient au chef de l'État. Donc tous les ministres ne sont pas procuration des chefs d'État en partie dans chaque secteur. Donc pour dire que quand c'est le ministre des Affaires étrangères, quand c'est le président de la République, ce n'est pas la même chose. Le ministre des Affaires étrangères n'a pas forcément la possibilité de faire de tête-à-tête entre chefs d'État quand nous sommes à un sommet international ou à une rencontre d'intégration sous-régionale. Et je crois que là-dessus, le chef de l'État, je ne dirais pas qu'il a compris, mais le chef de l'État a vu la mesure de la chose. Et particulièrement, le second contexte qu'il ne faut pas occulter, sur lequel Franck est revenu, c'est que l'axe particulier Abuja-Cotonou a un trafic beaucoup plus dense désormais entre oui, mais en quoi est-ce que ça peut expliquer qu'il soit de plus en plus présent sur d'autres scènes internationales ou sous-régionales? Vous savez, pour faire l'équilibre des choses, Patrice Talon a besoin de le faire ainsi et ne l'oubliez pas. Le Nigeria est incontournable dans notre sous-région. Désormais, le président Tinubu est président en exercice de la CEDEAO. Donc, quand on va chez le patron de nous tous, il faut entretenir aussi de bonnes relations avec les autres. Et ne l'oubliez pas, quelques-uns sont venus chez nous. Mohamed Bazoum, par exemple. Ainsi de suite. Pour dire que c'est une ouverture un tout petit peu générale, je dirais, même si on voit beaucoup plus d'activité du côté du Nigeria. Et je dis, c'est tant mieux. Tant mieux parce que vous ne voyez pas les chefs d'État mexicains bouder les chefs d'État américains ou les chefs d'État canadiens bouder les Américains. Quand vous avez un voisin qui vaut la peine d'un bon voisinage, d'un copinage à la limite. On l'a boudé pendant 3 ans, hein, avec... on en a payé les frais. Et on en a payé les frais Tanguy. Donc, cette nouvelle façon de faire la diplomatie, je pense que ces résultats ne vont pas manquer dans les tout prochains jours et on va sûrement nous... Série sur le gâteau, on va évoluer. Ah oui, Franck. Oui, 2 mots. Je voudrais dire que l'hyperactivité d'un chef de l'État, dehors, comme vous l'avez caricaturé, ne donne pas forcément, disons, la force à la diplomatie. Dans un passé récent, on a vu notre chef de l'État, l'ancien chef de l'État, aller partout. Vous êtes d'accord avec moi? Il voyageait beaucoup. Mais en termes de gains pour notre pays, franchement, moi, ils ont fait le bilan, Franck, chacun moi, fait je n'en ai pas vu. C'est pourquoi je dis que la la stratégie adoptée par Patrice Talon, c'est plutôt meilleur, à mon avis. Ah oui, ça nous apporte beaucoup plus que... Oui, il s'est mieux concentré d'abord en État. Il y a un contexte plus particulier. Il ne s'agit pas d'un rapport d'un État à un État. Nous sommes dans un cadre régional. Au Nigeria, il n'était pas seul. Il était avec d'autres chefs d'État. Ou à la dernière rencontre des présidents de la CEDEAO, nous avons compris qu'on a mis en place un dispositif pour permettre à des chefs d'État de mener des réflexions sur une question précise. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, nous savons que bien avant ce sommet, ce rapprochement entre le Bénin et le Nigeria était déjà véritablement acté. À cela s'est ajouté la rencontre avec l'homme d'affaires Dangote. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous parlons d'une question d'intégration où, ensemble, on est plus fort pour certainement faire avancer un certain nombre de choses. Et je disais, cerise sur le gâteau, c'est le Bénin qui conduit une délégation à Bamako, Ouagadougou, à Conakry pour relancer les discussions, William. Ça tombe bien. Le ministre des Affaires étrangères disait lors de son premier point de presse que quand on fait une troïka présidentielle,
pour des questions urgentes à aborder suite au 63e sommet de la CEDEAO à Bissau, et qu'on confie les responsabilités à 3 chefs d'État, dont l'ancien en exercice de l'organisation, dont le nouveau en exercice, et qu'il y a le président béninois au milieu des 3, il faut lire entre les lignes. J'ai pas envie de déduire, mais c'est pour dire que c'est un positionnement intéressant. Un positionnement intéressant de telle sorte que, vous savez, Patrice Talon a rencontré par exemple le Burkinabé en février dernier, et quand c'est à lui aujourd'hui, parmi les 4 décisions qui ont été prises à Abuja hier, d'aller rencontrer les nouvelles autorités burkinabées pour l'état de la sécurité au Burkina, parce que l'une des questions, ou la principale question sur laquelle les chefs d'État se sont attardés à Abuja, c'était les questions sécuritaires dans la sous-région, la question du terrorisme, la montée de l'extrémisme violent dans la sous-région. Donc, quand il revient à un bon voisin comme le Bénin et à un chef d'État qui a déjà rencontré son homologue burkinabé, même si l'organisation sous-régionale est en froid avec les transitions, les accessions non constitutionnelles à la tête des États, je crois que quelque part c'est une bonne marque. Et nous étions déjà, pour moi, en posture de pouvoir faire cette négociation, d'être un médiateur bien vu, comparativement à d'autres qui étaient qui tiraient à boulet rouge. Le président Tinubu, par exemple, l'une de ses premières phrases par rapport au changement anticonstitutionnel, c'est qu'il est acerbe. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Alors, est-ce qu'ils vont pour les questions de coup d'État, ou bien ils y vont pour les questions de sécurité? Sécurité. L'agenda est très clair. Oui. Parmi les 3 résolutions, je crois que c'est la toute première résolution d'entre les 4 prises à Abuja hier soir, c'est pour des questions de sécurité, voir comment est-ce que ça se passe. Focalisons-nous alors sur la question de sécurité. Moi, quand on dit qu'on a mis sur place la Troïka, 3 chefs d'État, vous l'aviez rappelé, hein, l'ancien patron de la CEDEAO, le nouveau patron, et puis entre les deux, au milieu le béninois, on peut se poser des questions sur, puisque vous avez parlé des lignes, il faut se poser des questions sur la pertinence de la position du Bénin sur cette affaire de terrorisme. Pourquoi pas le Burkina Faso, peut-être? Pourquoi pas le Mali, qui a quand même été sérieusement secoué par cette affaire et qui a même vu une partie de son territoire prise en otage et occupée par ces forces-là? Pourquoi peut-être pas la Côte d'Ivoire, qui a été sérieusement aussi éprouvée? Vous vous rappelez l'attentat de Grand Bassam par rapport à cette histoire. Pourquoi c'est le Bénin, Franck? Moi, je pense tout simplement que c'est stratégique. Mais avant, je voudrais dire un peu par rapport au développement de William, qu'à côté des questions sécuritaires, il y a aussi que les chefs d'État ont décidé d'accompagner ces pays-là qui observent déjà une transition. Vous prenez le Burkina, après le coup d'État, vous prenez la Guinée, vous prenez également le Mali. Vous avez vu, c'est des contextes un peu particuliers dans ces pays. Donc, il faut leur prêter main forte. On a tendance à exclure souvent le Tchad. Non, le Tchad, ils en ont parlé d'ailleurs. On parle de la CEDEAO, le Tchad. Oui, c'est vrai, mais ils en ont parlé parce qu'on a vu que le fils de l'ancien chef d'État décédé a vu son mandat prolongé de 2 ans encore, ce qui a suscité d'ailleurs des émeutes dans le pays, surtout organisées par les mouvements, organisés par l'opposition. Donc moi, je pense qu'à côté des questions de sécurité, il y a également qu'il faut prêter main forte à ces États-là. Donc je pense que le choix de Patrice Talon pour conduire cette délégation est tout simplement stratégique. Vous avez vu ces dernières années, nous avons été éprouvés par des événements, par des frappes terroristes. Alors que dans les autres pays, ce sont des gens qui étaient, c'est vrai, vous l'avez dit, qui étaient habitués beaucoup plus à vivre ces malheureux moments. Donc, on l'a mis au milieu, comme vous l'avez dit, pour renforcer les expériences. Eux, ils ont commencé bien avant nous. Nous avons commencé, les autres l'appuyant, je crois que... Et puis, il y a ce qu'on peut-être on ne peut pas nous dire, il y a dans ces pays-là qui ont connu bien avant nous des frappes de présumés djihadistes, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc il faut apporter un peu de sang neuf aux stratégies pour voir ce que ça va donner. Je pense qu'il ne pouvait en être autrement. Nous connaissons un peu la qualité des relations entre la CEDEAO et puis ces 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et puis la Guinée.
même si ce sont des pays qui, en fonction de leur espace géographique, sont éprouvés par ce phénomène, on ne pouvait pas solliciter leurs dirigeants pour mener une telle mission. Nous savons que c'est récemment que le cas du Mali a été évoqué. Même pas, à la CEDEAO, c'est à l'UEMOA qu'ils ont été réintégrés dans les instances dirigeantes. Encore que dans les 3 décisions, il est question de renouer le contact avec les dirigeants de ces 3 pays. Patrice Talon a été désigné, justement. Pas pour l'instant pour parler des questions de sécurité. On veut renouer le contact, on veut apporter une nouvelle dynamique d'échange entre ces 3 pays, certainement pour une suite qui va certainement déboucher sur des échanges sur des questions de sécurité. Donc je pense que Patrice Talon va y aller baliser le terrain. Mais après, moi je me dis que pour Patrice Talon, dont on connaît un peu le langage et le franc-parler, vous savez, qui parfois n'est pas toujours dans des propos diplomatiques à caresser, à soigner. Est-ce que ça sera facile pour lui? Oui, justement, c'est la question que vous posez. On connaît Patrice Talon pour son droit dans la figure. Oui, absolument. Je vais finir aussi. S'il y a une raison qu'on peut évoquer qui a fait que Patrice Talon, un peu absent sur les questions d'intégration, sur les rencontres au sommet, c'est qu'il s'ennuie trop vite. Vous savez, quand on assiste souvent à ces rencontres et que les décisions, on n'arrive pas à les implémenter, pour quelqu'un comme lui qui est un réformateur, il a proposé des réformes au niveau de la CEDEAO qui n'ont pas été visiblement acceptées. Je me demande si la tâche lui sera facile. Oui, William, vous parlais de ce monsieur hostile droit de la figure. Oui, on ne parle pas à un militaire chef d'une transition avec un ton martial, comme on le connaît à Patrice Talon. Et entre homologues, vous savez, les chefs d'État, ils savent se parler entre homologues. Vous voyez, vous avez parlé d'un homme d'affaires, il n'est pas moins homme d'affaires que Bola Tinubu et ainsi de suite. On aurait peut-être pu attendre Mbalo et qu'est-ce que je dis, Sissoko Mbalo, le président bissau-guinéen, à la tête de cette ou bien au devant de cette négociation en tant que général de l'armée, en tant que personne avertie des questions de sécurité. Mais il faut dire que son pays n'est pas touché par le terrorisme encore. Et d'un autre côté, il vient de finir un mandat en tant que président en exercice de l'institution. Donc, le voir encore au devant de certaines scènes par rester à conviction. Parce qu'on l'a vu prendre aussi position sur les transitions... notamment en Guinée-Conakry, où ça n'a pas du tout été du goût, en tout cas des autorités là-bas, même à Bamako aussi, où les gens ont dû lui refaire quelques... C'est à ça que j'en venais justement. Il vient de gouverner. Quand on gouverne, on casse forcément des œufs comme des prises de position. Même son offensive diplomatique hors d'Afrique n'a pas plu forcément à tous les États. Vous voyez, donc, quand on finit un exercice comme celui-là, on est fatigué, il faut prendre un peu de recul. Et le nouveau président en exercice, le Nigérian, ne pouvant pas tout de suite prendre le devant de ces affaires, en tant que coordonnateur un peu de tous ces travaux, il revenait d'une manière ou d'une autre à notre président. Maintenant, et Bazoum encore moins. D'une autre... Après le temps de bien critiquer le Mali. D'un autre côté de la chose, Bazoum n'est pas membre de la Troïka. Et je pense que c'est entre les 3 de la Troïka qu'il fallait prendre un chef de délégation pour discuter. Maintenant, je ne sais pas si... Il y a beaucoup de temps. Oui, d'accord. Oui, moi, je pense que la question qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est déjà énumérer sur un bout de papier. Ce n'est pas que Patrice Talon ira là-bas pour dire, écoutez, Monsieur Goïta, vous êtes beau, vous avez une belle tenue. Non, par expérience dans l'arène politique. Je vais vous souffler ça, il dira au nom de la CEDEAO, des principes de la CEDEAO et au nom de l'énergie du nouveau président en exercice de l'institution qui est farouchement contre la cession à la tête de l'État par des forces et par le fusil. Et bien, je vous dis, monsieur, monsieur, donnez-nous un calendrier. Vous avez jusqu'à... Vous avez encore 3 mois pour quitter la tête de l'État. Je crois que c'est comme ça doit se passer. Oui, vous semblez être un peu... Dans le secret des dieux. Mais pour moi, c'est le meilleur choix qui devrait être fait pour amener à une bonne discussion. Et on attend de voir quand même ce que... On va espérer, en tout cas. Nous avons également un autre point important, je pense que sur les décisions prises, réaffirmer l'engagement de la CEDEAO en faveur des principes de transition démocratique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va rappeler ça à Goïta. On va dire, écoutez, monsieur,
Nous attendons un calendrier et puis les élections dans 3 mois, 6 mois, ou je sais trop combien de jours, de semaines. Sur cette question, je ne pense pas que ce soit le président béninois qui est mandaté. Je crois que le président béninois est mandaté pour la première résolution. Justement. Et les 3 autres, je crois que ça doit être un travail d'agenda. Et il a été même prévu une autre rencontre sous peu entre les responsables, les 3 membres de la Troïka. Allez les gars, merci beaucoup. Vous passez une très bonne journée. C'était intéressant d'avoir discuté avec vous. Moi, je vais poursuivre par ici. Vous vaquez à autre chose en attendant qu'on se revoie demain. Mesdames et messieurs, voici chez vous désormais, sinon tout de suite, la réalisation de Franck Aonou sur ce que je ne sais pas. Vous allez le constater, ça va être une rediffusion parce qu'il y a eu un petit souci concernant le numéro de ce matin. On attendait de vos vidéos, elles nous sont parvenues, mais pas de très bonne qualité. On va y réfléchir pour la prochaine fois. Voici donc ce que je ne comprends pas.